Bonjour et hallo à toutes et à tous. Ici Berlin. Saviez-vous qu'il existe une école Angela Merkel à Niamey au Niger ? L'ancienne chancelière est toujours très populaire en Afrique. Pourtant, elle a attendu plus de 2 ans avant de s'y rendre pour la première fois en voyage officiel. Pour Olaf Scholz, c'est déjà fait. Es ist meine erste Reise als Bundeskanzler auf den afrikanischen Kontinent. Fin mai, le chancelier a visité le Sénégal, le Niger et l'Afrique du Sud avant même d'aller en Chine ou même en Ukraine. C'est un signal très fort. Surtout, l'Allemagne a changé la manière dont elle aborde ses relations avec le continent africain. Elle a besoin de partenariats forts et équilibrés. Économie, soft power et même opérations militaires. Aujourd'hui, on parle de la nouvelle Africa politique de Berlin. Bienvenue dans ce nouvel épisode, l'avant-dernier de la saison avant une pause estivale, un épisode enregistré au moment même où Olaf Scholz, accompagné entre autres d'Emmanuel Macron, se trouve à Kiev. Nous reviendrons évidemment sur cette visite dans le prochain épisode. On en profitera pour faire un bilan des premiers mois de Scholz au pouvoir. Ils ont été marqués par ce grand discours du tournant historique le 27 février, le discours de la Zeitenwende, qui est devenu depuis une sorte de doctrine générale pour le gouvernement allemand. Les lignes bougent dans tous les domaines et donc, dans ce contexte, autant vous dire que le voyage d'Olaf Scholz en Afrique, les 22, 23 et 24 mai derniers, a été particulièrement scruté. Et c'est pourquoi j'ai choisi d'en parler d'abord avec Denis Tull, qui est chercheur, spécialiste des questions africaines au SWP, l'Institut allemand pour les relations internationales et la sécurité, ici à Berlin. Bonjour Denis. Bonjour. Alors je le disais en introduction, le chancelier a fait un voyage officiel en Afrique avant même d'aller en Ukraine. Alors au-delà du symbole, comment est-ce que ça a été perçu ? Je pense que la visite était appréciée. C'est un signal fort d'avoir voyagé relativement tôt pendant son mandat. Je pense qu'il a aussi bien choisi les pays parce que l'Afrique du Sud et le Sénégal sont des poids assez lourds en Afrique. Le Sénégal est aussi actuellement à la présidence de l'Union africaine. Bien sûr aussi dans le contexte d'une crise internationale comme celle de l'Ukraine. Pour l'Allemagne, la diplomatie allemande, l'enjeu, c'est aussi le multilatéralisme et donc essayer de chercher aussi des alliés, des soutiens aussi en Afrique. Oui, d'ailleurs, il a invité ces 2 pays au sommet du G7 qui se tient fin juin en Allemagne, en Bavière exactement. Il y a des désaccords. Et ça, c'est assez net aussi sur le dossier de la guerre en Ukraine parce que le Sénégal et l'Afrique du Sud n'ont pas jusque-là dénoncé l'agression russe. Mais je pense que ça aussi, c'est important pour le gouvernement, pour le chancelier, de se familiariser avec les intérêts, les points de vue de nos soi-disant partenaires en Afrique. Et donc ça, sur ce point-là, c'était important, mais aussi pour l'Allemagne elle-même, parce que, par exemple, au Sénégal, il a été sujet d'un projet de production de gaz liquéfié. Le Sénégal est un producteur émergent dans ce secteur et, comme on le sait, l'Allemagne cherche à substituer le gaz russe. Et donc, ce sont aussi des partenariats qui peuvent se construire. Et puis, évidemment, au Niger, il a été question de la crise au Sahel et l'engagement militaire de l'Allemagne qui date déjà depuis 2013. Beaucoup de sujets sur la table. Donc, est-ce qu'on peut dire que Scholz travaille à un réel approfondissement de ses relations avec l'Afrique ? Il faut aussi dire que cela s'inscrit un peu dans la continuité parce que depuis au moins 2015, l'Afrique n'est plus juste une région qui est assez secondaire finalement, où la politique allemande se limite à des questions de développement économique, mais que c'est une relation qui est un peu en maturation, je dirais, parce qu'on parle de beaucoup de sujets aujourd'hui, d'énergie, changement climatique, sécurité, migration. Et donc, je pense que c'est une tendance qui date déjà quelques années et qui va sans doute continuer dans les années à venir. Donc en gros, il n'a pas fallu attendre Scholz pour avoir une Zeitenwende en Afrique. Oui, on peut le dire ainsi. Il y a en politique étrangère en Allemagne rarement vraiment des révolutions, mais c'est un tournant relativement net dans la politique africaine parce qu'à un moment donné, Mme Merkel a décidé que suite à la soi-disant crise des réfugiés, désormais l'Afrique sera le grand défi du futur en ce qui concerne migration, réfugiés, démographie.
Et c'est à partir de ce moment-là que l'Allemagne a amplifié, a élargi ses activités au Sahel notamment et en Afrique de l'Ouest. Pas seulement militaire, mais aussi en question de développement humanitaire, stabilisation, etc., ainsi de suite. La crise énergétique et la nécessité d'aller chercher de nouveaux fournisseurs de pétrole, de gaz rebat les cartes. L'Allemagne a été pendant des décennies celle qui apportait quelque chose aux pays africains via ses ONG, ses fondations, ses sociétés de développement et de coopération, par exemple la GIZ ou la KfW. Désormais, en fait, c'est elle qui a besoin d'aller vers ces pays, elle a besoin de leurs ressources. Et aujourd'hui, les pays africains ont le choix. Ils ont beaucoup de partenaires extérieurs qui se précipitent pour une raison ou une autre. Et c'est tant mieux pour eux. Mais ça veut dire aussi, bien sûr, que les Allemands, les Européens sont aussi forcés de prendre plus au sérieux les intérêts de leurs interlocuteurs africains. Et de dépasser aussi les mots faciles mais assez vides de contenu de... comme on dit chez nous, Partnerschaft auf Augenhöhe, c'est-à-dire égal à égal. Et bien sûr, ça fait aussi que les Allemands, les Européens regardent aussi les autres. Ils regardent ce que fait la Chine, ce que fait la Russie, ce que fait la Turquie, ce que fait l'Inde. C'est pour la raison pour laquelle ceci est une période très, très fascinante aussi à observer. L'Allemagne aussi a ses atouts. Je pense notamment à sa réputation. On a beaucoup parlé, on parle d'ailleurs parfois encore de cette France-Afrique. On ne parle jamais de l'Allemagne-Afrique, comme si les Allemands échappaient au poids de leur passé sur le continent. Oui, par rapport à d'autres, ça peut être un atout, ça c'est sûr. Notamment, je pense, en Afrique francophone. Bon, l'Allemagne a aussi un passé colonial, même si elle a des fois un peu de peine de l'accepter. Mais bien sûr, il est aussi un atout de ne pas avoir eu cette visibilité que, par exemple, notamment la France a eu et a toujours, et de ne pas être exposé à toutes sortes de ressentiments, mais aussi parce que les ressentiments viennent d'intérêts cachés, agenda caché, vouloir exploiter ceci et cela. Le faible poids, notamment économique, traditionnellement de l'Allemagne en Afrique, et bien sûr aussi son absence militaire, a fait en sorte que, oui, beaucoup regardent cette Allemagne avec, ils pensent qu'elle est plutôt altruiste, qu'elle n'a pas cet agenda caché. Et quand vous allez par exemple au Mali, on trouve toujours quelqu'un, « Ah, vous êtes allemand, vous n'êtes pas français, c'est très bien parce que vous n'avez pas cette pensée, cet bagage colonial et néocolonial. » Et donc, ça fait en sorte que, il y a un sentiment peut-être des fois ici et là de popularité, même si dans d'autres cas c'est peut-être pas justifié. Je pense notamment au Cameroun où l'Allemagne a un passé aussi colonial, mais qui a été finalement assez effacé par le colonialisme qui venait après français, à tort ou à raison. Tu l'as dit tout à l'heure, l'Allemagne a une présence militaire en Afrique aujourd'hui, avec 2 missions. La Bundeswehr se trouve au Mali, elle était déployée aux côtés des Français. Et puis il y a aussi des soldats allemands avec la mission des Nations Unies, la MINUSMA. Là aussi, est-ce que Scholz va s'inscrire dans une continuité des années Merkel ? Pour le moment, le gouvernement a décidé de prolonger ces 2 missions pendant 1 an. On est toujours très prudent par rapport au déploiement des forces à l'étranger. Et on a aussi vécu depuis l'année passée le choc de l'Afghanistan. Les Allemands étaient pendant 20 ans en Afghanistan et il n'y a pas grand-chose à montrer en termes de succès avec notamment la reprise de pouvoir des talibans. Donc, tout de suite, ça a été projeté vis-à-vis le Mali, qui est aujourd'hui le plus large OPEX allemand. Est-ce que ça, c'est aussi une sorte d'Afghanistan ? Et ce sont des questions qui sont tout à fait légitimes, puisque aussi, depuis 2013, le bilan de l'intervention internationale au Mali, toutes forces et acteurs confondus, est pour le moins pas excellent.
Après le départ des Français du Mali, est-ce qu'il faut s'attendre à ce que l'Allemagne endosse une sorte de leadership dans la région ? Il y a des projets, des liens évidemment bilatéraux avec le Mali et le Niger, et ces lignes-là vont sûrement rester, notamment au Niger, où il y a une vraie demande de la part du gouvernement pour un soutien européen, mais aussi allemand. Et les Allemands ont aussi une petite mission qui faisait partie de l'Union européenne, c'est l'opération Gazelle, qui fait aussi la formation de l'armée du Niger. Donc ça va rester, mais il y a aussi d'autres domaines comme les projets de stabilisation humanitaire et autres. Mais c'est totalement exclu que l'Allemagne va développer une politique militaire propre. Il y a un mandat pour un maximum de 1400 soldats. C'est déjà assez énorme et c'est aussi un saut assez important pour les Allemands. Il y a quand même en ce moment un grand retour des questions de défense dans le débat politique allemand, et avec le fameux fonds de 100 milliards d'euros pour l'armée, etc. Ça va rien changer. Je crois que l'Allemagne vient de très loin dans ce sens-là. Si je pense à l'année 2006, où les Allemands ont pour la première fois déployé des militaires dans une mission, dans une opération militaire au Congo, on a vraiment tout un autre débat. À l'époque, les parlementaires étaient effrayés et étonnés de cette possibilité. Donc moi, j'imagine que l'attention politique va rester là, parce que déjà, avec les militaires sur place, le Parlement va continuer à se pencher dessus. C'est toujours très utile de le rappeler aux amis français que le Parlement décide en Allemagne a le dernier mot sur ces questions-là. Et donc, ça va rester certainement un sujet majeur. Tout à l'heure, j'ai évoqué le rôle traditionnel de l'Allemagne pour la coopération, le développement en Afrique. L'Allemagne a aussi depuis très longtemps des fondations politiques sur place qui font du soft power. Les ambassades ont une politique culturelle qui est de plus en plus active, de plus en plus visible. En parallèle de tout ça, il y a un travail de mémoire qui a été lancé sur le passé colonial de l'Allemagne. Et ça devrait être un aspect quand même très important des prochaines années. Bon, je dirais que sur le plan de la politique culturelle ou la politique de mémoire, c'est certainement le cas que le nouveau gouvernement va mettre plus l'accent là-dessus, même si ce processus a un peu commencé sous Madame Merkel, notamment dans les négociations avec la Namibie sur la reconnaissance du génocide allemand. Mais c'est en fait, je dirais presque l'élément innovateur le plus visible quand on regarde le contrat de la coalition, de mettre en avant cette mémoire, de mettre en avant cette responsabilité coloniale, avec notamment des programmes de recherche sur la provenance des objets africains qui ont été transférés vers l'Allemagne à l'époque coloniale, et donc aussi une promesse d'avoir une politique de restitution de ces biens-là. Ce débat sur la restitution a aussi été un peu imposé par la politique du gouvernement français, puisque le président Macron y a mis un accent sur la question de la restitution. Il y a le fameux rapport de Fay-Vinsart et de Bénédicte Savoy. Alors pour ceux qui ne la connaissent pas, Bénédicte Savoy, c'est une chercheuse française, professeure d'histoire de l'art ici à l'Université technique de Berlin. Elle va d'ailleurs recevoir à la fin du mois le Grand Prix franco-allemand des médias pour ses recherches sur ces questions de restitution qui ont débouché sur des retours d'objets précieux en Namibie. Il y a aussi eu un accord pour des restitutions de bronze au Bénin et au Nigeria. C'est un processus évidemment qui est difficile, qui est lent. On l'a vu aussi dans les négociations sur le génocide en Namibie. Il y a toujours des débats, il y a toujours des questions ouvertes. Mais oui, ça commence. Et il faut aussi reconnaître que dans le large segment de la société, ne sont pas conscients de notre passé colonial. Même quelques décideurs à Berlin ne sont pas forcément très conscients de cela. Donc, je pense que ça doit aussi imprégner un peu la société, en commençant par, oui, les questions de rue, mais aussi l'éducation dans les écoles. Merci beaucoup, Denise Toul. Encore du travail, et les musées peuvent peut-être contribuer à faire avancer cette mémoire que les Allemands, quand même encore, connaissent très mal.
parce qu'elle a été occultée par d'autres pages sombres de l'histoire depuis. David Philippot s'est rendu au musée berlinois consacré au mouvement expressionniste Die Brücke. Ce sont des peintres du début du XXe siècle. À la faveur d'une exposition spéciale, les visiteurs réalisent à quel point ces artistes étaient imprégnés des idées coloniales et racistes de leur époque. Le tableau représente une scène paradisiaque, un bord de mer dans le style de Gauguin. C'est l'une des œuvres les plus connues du peintre Emil Nolde, réalisée dans un contexte très particulier, explique Elena Schroll, la commissaire de l'exposition. Emil Nolde faisait partie d'une expédition médicale et démographique en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Le genre de voyage qui servait à alimenter des thèses sur les races humaines, c'est aussi l'époque des spectacles qui exhibent des Africains, les font danser ou chanter. Les artistes de Die Brücke fréquentaient souvent ces shows et ont reporté les stéréotypes de l'époque tels quels dans leurs œuvres. Derrière les motifs et les couleurs souvent empruntés aux cultures des colonies, il y a beaucoup de racisme, mais Berit, une retraitée, le réalise seulement maintenant. Je suis moi-même artiste et j'ai fait des études sur ce mouvement. Mais la relation au colonialisme n'a jamais été vraiment thématisée, alors que c'est tellement frappant. Quand j'ai vu les affiches de l'exposition, ça m'a sauté aux yeux. Les visiteurs acceptent volontiers de se confronter avec cette mémoire. Unangenehm? Nein. Ce n'est pas désagréable, non. Au contraire, c'est passionnant. J'ai toujours trouvé l'expressionnisme très chouette, avec toutes les couleurs, etc. Mais je trouve très important que nous sortions de notre zone de confort pour apprendre sur nous-mêmes et prendre conscience. Ce qui me surprend, c'est que même si l'Allemagne est devenue une puissance coloniale assez tardivement, elle a réussi, sous Guillaume II, à avoir un empire gigantesque. L'exposition prend bien soin de ne pas porter de jugement sur les artistes et on n'a pas non plus supprimé des mots comme art primitif ou art nègre qu'on utilisait à l'époque, mais ils sont systématiquement expliqués. Elena Schroll. Si on avait fait disparaître ces mots, on aurait fait disparaître une partie de l'histoire et on n'aurait plus su ce dont il est question et ce qu'on veut dépasser aujourd'hui. Notre but, c'est surtout d'endosser notre part de responsabilité. Il n'est pas question de faire de la cancel culture, mais de redonner du contexte. En complément de l'exposition, le musée a mis en ligne tous les objets rassemblés par les artistes de Die Brücke pour leur collection privée. Il y a beaucoup de statues africaines ou des masques indiens. Des recherches en provenance ont été lancées pour éventuellement déboucher sur des restitutions. Un nouveau travail de mémoire à faire donc pour l'Allemagne, après celui sur la période nazie et dans une moindre mesure celui sur la dictature est-allemande. Dans les deux cas, il y a eu des changements de noms de rues, des monuments déboulonnés. L'Allemagne donc a une certaine expérience dans ce domaine et d'ailleurs à Berlin, il existe un musée spécial, très intéressant, justement consacré aux statues qu'on a supprimées de l'espace public. Bonjour Frank Wassner. Salut Hélène. Au DFI, vous êtes toujours très à l'écoute des changements dans les sociétés. On a pu voir dans d'autres pays apparaître très clairement des tensions dans le sillage de ces discussions autour de l'héritage du colonialisme, héritage conscient ou inconscient d'ailleurs. Est-ce que c'est aussi le cas ici en Allemagne ? Comment se passe cette discussion ? C'est difficile à dire. Il n'y a pas, à ma connaissance, un débat public grand format. On parle beaucoup évidemment de restitution, on l'a dit. Il y a dans certaines villes des communautés qui interpellent les autorités pour dire, faisons notre travail de mémoire, essayons de comprendre mieux ce qui s'est passé. Ça peut aboutir à des changements de nom de rue. Je pense que le plus important, c'est qu'on soit capable de se parler. On ne peut pas effacer l'histoire est là, il faut assumer, peut-être comprendre parfois, rendre conscient pour la sphère publique, le fait qu'un nom de rue peut interpeller le nom d'un lieu, d'une maison, peut-être un palais qui porte le nom d'une famille qui était impliquée dans l'esclavage, dans des activités coloniales très brutales. Et après, c'est à chaque ville, à chaque communauté de décider ce qu'ils veulent faire. Bon, tout de même, ici à Berlin, la statue de Bismarck dans le parc du Tiergarten est régulièrement vandalisée.
à cause de sa politique coloniale. Et il y a aussi une œuvre d'art, entre guillemets, qui représentait une femme africaine de façon très raciste, qui a été carrément décapitée dans un square. Et du coup, l'arrondissement ici à Berlin a été contraint de la retirer. Si ce genre d'événement se passait en France, j'entends déjà les attaques. On dirait que c'est du communautarisme, du repli identitaire, du wokisme, de la cancel culture. L'association des Noirs d'Allemagne serait estampillée indigène de la République. C'est vrai que le débat n'est pas crispé comme en France, parce qu'il n'y a pas eu non plus cette grande promesse républicaine de l'égalité totale, de la méritocratie totale. Je pense que l'Allemagne a toujours vécu dans une conscience de relative communautarisme. C'était tout à fait fréquent, même entre les différentes parties de l'Allemagne. Les Souabes à Berlin ont créé leur communauté. Et si l'Allemagne a un problème de ce côté-là, c'est plutôt les identitaires qui rêvent d'un régime nazi, les Reichsbürger. Là, on a notre communauté qui est dangereuse. Mais ça, c'est une histoire interallemande. C'est pas du tout lié à une immigration quelconque. C'est un vrai problème et il y a eu, rappelons-le, plusieurs attentats d'extrême droite racistes ces dernières années en Allemagne. En même temps, la société s'est beaucoup ouverte et plusieurs députés d'origine africaine siègent au Bundestag. Être noir en Allemagne en 2022, c'est plus facile qu'avant ? Bien, je pense qu'il y a un élément statistique et des analyses sociologiques qui montrent qu'il y a quand même une tendance au racisme structurel, ou d'une discrimination inconsciente, malgré la présence des députés, des élus dans différents niveaux de la vie politique. Ça, c'est une réalité. Et en même temps, je constate dans ma vie personnelle, des transports en commun, de tout ce qu'on voit autour de soi, qu'il y a une normalité. Je vis surtout dans les Länder de l'Ouest et je suis souvent à Berlin. Dans ces réalités-là, dans les centres économiquement forts, avec un dynamisme du marché du travail très fort, là, la présence de personnes de tous bords, de la planète entière, est très grande. Mais c'est vrai qu'il a fallu du temps, et ce n'est pas acquis partout. Évidemment, il y a des régions où il y a moins de présence de visages noirs, et donc, du coup, ça interpelle davantage. Dans le contrat de coalition, l'Allemagne signale vouloir devenir un pays d'immigration moderne. Alors le sujet n'était pas au programme de ce déplacement de Scholz en Afrique, ce premier déplacement, mais c'est clair que ça va quand même contribuer à faire évoluer les relations avec l'Afrique, au-delà, d'une façon générale, des échanges commerciaux et économiques. Oui, tout à fait. Et en plus, il faut voir que la Chine, qui a tiré l'économie mondiale pendant des décennies, risque de se gripper pour différentes raisons. Donc, le continent voisin de l'Europe, quand même, c'est l'Afrique, et les regards sont différents aujourd'hui. Et là-dessus, je pense, il y a une réflexion à faire ensemble pour le bénéfice des deux côtés. Avant de terminer, Franck, il faut quand même dire un mot sur les pays du Maghreb, peut-être. À la fin des années Merkel, il y avait eu des tensions. Berlin les avait rajoutées sur la liste des pays sûrs, donc ça fermait la porte aux demandes d'asile en provenance de ces pays. Il y a eu des reconduites aux frontières pour des personnes sans papier, aussi des problèmes liés directement à la sécurité, au terrorisme. Est-ce que là, ça peut bouger ? Est-ce qu'il va y avoir un changement de ton avec Scholz ? Eh bien, je pense que plus on fait une analyse un peu sobre, tranquille des potentiels, non seulement de matières premières, mais aussi compétences des jeunes générations dans les pays du Maghreb, et plus on comprendra qu'on a tout à gagner. Prenons la Tunisie, qui est le plus petit, mais peut-être celui que je connais le mieux. Il y a effectivement tout un potentiel en jeunes bien capables de gérer tout ce qui est programmation Internet. Je sais même qu'il y a la langue allemande en Tunisie qui a pris un certain essor parce qu'on a compris que les doubles diplômes avec l'Allemagne aussi étaient intéressants. Il y a des programmes d'échange. Dans les autres pays, l'Algérie, il y a la matière première, le gaz. Et le Maroc, comme tous les pays justement du Maghreb, c'est aussi le photovoltaïque. Donc il y a toute une analyse à faire. Est-ce que c'est par l'asile qu'il faut gérer ça ? Je ne pense pas, franchement. Dans la durée, il faudra inscrire une autre politique d'immigration qui ne soit pas dans l'urgence, mais qui soit dans la réflexion, dans l'anticipation, dans l'analyse des besoins, dans l'analyse des potentiels aussi des pays d'origine. Et là, on n'en est pas là pour l'instant. Donc vraiment, tout le monde est appelé à se faire une idée de ce que ça peut être que le rapport entre l'Allemagne, dans ce cas, mais aussi l'Europe et le continent africain qui a un potentiel énorme. Merci beaucoup Franck Bassner du DFI. Il faudra de toute façon un jour que nous revenions en détail sur les projets de la coalition en matière d'immigration et aussi d'une façon générale la place des étrangers dans la société allemande, ainsi que le revers de la médaille, le racisme, l'antisémitisme, etc.
Merci à Aloïs Kérec pour la musique de ce podcast, à David Philippot qui se charge des reportages, aux amis toujours au rendez-vous pour me faire des voix françaises, merci. Le podcast avec un K revient dans 2 semaines. Je m'appelle Hélène Cole avec un K et je vous dis à bientôt. Bis bald.